Voici maintenant 3 chapitres que la bataille décisive entre la génération terrible Enodo Yonko fait rage au dôme d'Onigashima. Luffy se retrouve désormais en mauvaise posture, mais la volonté et la bravoure de son second Roronoa Zoro pour sauver son capitaine va de nouveau frapper. L'ancienne lame du seigneur du pays d'Ewa, Oden Kozuki, va à nouveau créer l'effroi chez Kaido, tant qu'il est l'heure pour lui de révéler une forme que même son plus grand ennemi par le passé n'a pu entrevoir. La guerre et le véritable jeu débute maintenant. Bonjour à tous mes abonnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec la review du chapitre 1003 qui nous offre la grande révélation finale qu'on attendait tous et qui risque d'annoncer du très lourd pour la suite. Donc on perd pas plus de temps, on s'abonne, on active la cloche, on partage à fond et surtout on like un max si vous aimez mon travail et c'est parti. Et c'est avec l'attaque précédente de Luffy envoyée sur Kaido que s'ouvre ce chapitre. L'enchaînement de son Kong Gatling est si puissant qu'il est parvenu à faire saigner l'homme aux 100 bêtes. Les supernovas sont sous le choc, tout comme Mama qui reste sans voix. Luffy va alors réunir ses dernières forces pour envoyer un ultime point qui met au tapis le terrible dragon. Les conséquences de cet affrontement sont immédiates, Luffy perd sa forme Gear 4 et se vide de ses forces. Le compte à rebours est lancé, 10 minutes. C'est le temps qu'il faudra à Luffy pour utiliser à nouveau son haki selon l'eau. Kid comprend alors que ce n'est pas le résultat d'une attaque de Kaido, mais bel et bien que ce pouvoir comporte un risque. Et là, j'ai tellement envie de lui dire « Si tu savais, mec !» Le petit chapeau de paille, quand tu le vois là, il a déjà claqué 10 ans de vie, sans compter le nombre de fois où il en a perdu en utilisant son Gear Second. Mais de l'autre, c'est très intéressant que notre petit rouquin fasse cette remarque, car oui, le point sensible de Luffy est dans le raccourcissement de sa durée de vie, quand de l'autre côté, son ennemi actuel, Kaido, possède une durée de vie illimitée. Et là, pour moi, sera la clé de ce combat. L'Ope-Lope-Nomi et la fameuse jeunesse éternelle aura forcément un rôle déterminant dans cette histoire. Cependant, on le voit bien ici, même dans sa forme la plus ultime du Gear 4, qui a vaincu tout de même Doflamingo, Luffy ne fait qu'écorcher Kaido, ça équivaut presque à une piqûre de moustique sur lui. Ce qui montre par ailleurs le fossé entre un Shichibukai qui est Doflamingo et notre empereur. Donc, comment réussir à vaincre cet homme indestructible? Et je n'y vois qu'une chose, un nouveau Gear mêlé à son Ryuo. On le voit désormais dans ses nouvelles attaques, mais surtout dans le précédent chapitre, Luffy est parvenu à résister au feu de Kaido grâce à sa détermination, mais je pense sincèrement qu'ici, il s'agissait aussi du Ryuo. À y réfléchir, le principe de ce haki réside dans l'armement, soit l'endurance physique et corporelle. Comme il le dit à Hyogoro durant son entraînement, son but est de briser les écailles du dragon. Son Gear 4 possède 3 formes, le Snake Man, qui est avantagé par le haki de l'observation, la vitesse et la légèreté, contrairement au Bondman qui mise sur la puissance et la résistance au détriment de la rapidité. Pour atteindre vraiment Kaido, il faudrait alors que Luffy ait un Gear capable de combiner ces deux formes, à la fois la force et la résistance du Bondman, tout en ayant la vitesse et la légèreté du Snake Man. Et pour moi, l'animal parfait serait alors le dragon. Il parviendrait à obtenir une armure aussi dure que celle d'un dragon, tout en ayant les autres avantages de cette créature. Mais attention, on le sait, chaque nouvelle forme porte une contrainte, et je pense qu'elle risque de laisser bien des séquelles pour la suite. Mais ne nous égarons pas trop et revenons à ce chapitre, parce que Mama va à nouveau se déchaîner pour mon plus grand plaisir. Elle profite que Luffy soit au sol pour déployer un Napoléon flamboyant qui va s'apprêter à trancher notre chapeau de paille. Mais je ne vais pas le dire, ça me brûle les lèvres, alors vous mes abonnés, dites-le pour moi en commentaire. Oui, Luffy est sauvé in extremis par nul autre que notre ultime... C'est le boss, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sérieusement, j'ai plus les mots, je vais arrêter de le vanter parce que là c'est beaucoup trop. Le mot badass, non, ça pue la merde, vraiment, genre, même ce mot pour moi ça vaut plus rien quand je le vois dans ce genre de scène, c'est trop, il est trop au-dessus, désolé. Et dans cette scène, c'est même pas qu'une question de Zoro sexuel, de badass ou qu'il soit le boss, non, c'est juste la façon dont il protège toujours son capitaine qui pour moi lui donne trop de flow. Là on atteint un level stratosphérique de respect, beaucoup trop, je sais plus quoi vous dire. C'est incroyable la relation Zoro-Luffy, capitaine second, je la trouve extraordinaire. On a eu ça au précédent chapitre, Zoro qui protège Luffy face à Kaido et se fait mettre KO par Mama, ce qui avait vénère Luffy et qui à son tour se dépasse pour venger son second. Mais vraiment...
J'aime trop leur amitié, leur respect mutuel. On l'avait déjà vu avec Kuma quand Zoro a pris toute la douleur de Luffy, ou quand il n'avait pas accepté l'irrespect d'Usopp envers son capitaine. Et c'est précisément sur cette scène qu'on perçoit le parallèle du respect qu'ont eu les fourreaux envers leur maître Oden et celui de Zoro envers Luffy. Il porte pour moi à la perfection son titre de samouraï, et c'est ce qui me fait dire que Zoro est un... Bref, on passe à la suite parce qu'on va atteindre encore un autre level avec les scènes suivantes. Après que Zoro ait extirpé Luffy des griffes de Mama, c'est au tour des supernovas de briller. Law attaque Big Mom avec son Counter Shock, tandis que Kid et Killer pensent vraiment pouvoir porter le coup de grâce à Kaido. Non mais lol, je vais pas taper de fou rire parce que je l'ai déjà tapé en lisant le chapitre, mais déjà Kid, s'il te plaît, commence déjà par lui porter un coup tout court, et après on verra. Vraiment, cet équipage, il me tue. Ils ont un level de confiance, mais genre absolu. Et apparemment, je suis même pas la seule à le penser, puisque Kaido va les calmer Fissa et leur montrer qui est le patron. À peine relevé, il lance des tornade et soulève les supernovas. Zoro perd alors Luffy qui se fait tout simplement gober par Kaido. Et là, l'un des plus épiques et frissonnantes scènes du chapitre arrive. Il prépare son Sentoryu. Kaido voit la lame d'Enma et commence enfin à comprendre de quoi il s'agit. Il était temps, j'ai envie de dire. Zoro lui laisse même pas le temps de finir et envoie son Tatsumaki. Tornade contre tornade, l'une de ses lames devant atteint le ventre de Kaido et lui fait recracher Luffy. Oui, Zoro est parvenu à trancher les écailles de Kaido et le faire saigner par la même occasion, tout comme l'ancien possesseur de la lame d'Enma, Oden Kozuki. Kaido comprend enfin que l'adversaire qui se tient face à lui est à la hauteur. Et j'aimerais marquer une pause sur cet instant magique parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire. Alors, une nouvelle fois, ici, la thématique des enfers est parfaitement respectée. Enma est, je le rappelle, le nom du dieu des enfers hindou Yama. Et ici, le nom de sa technique est associé au Naraka bouddhiste, soit le royaume des enfers gardé par Diyu, soit Yama en hindou. Et c'est vraiment intéressant de voir cette notion omniprésente des enfers quand on sait qu'Oda a donné cette thématique à l'une de ses armes antiques, Pluton. Reste à voir dans le futur si un lien n'existerait pas entre Zoro et Pluton. De l'autre, le fait que Kaido gobe Luffy vivant est très intéressant sous différents points de vue. Le premier est le fameux remake de Luffy gobé par un animal. Après Laboon et le parallèle à Pinocchio. Après Nola Skypiea où il a pu être ingurgité sans être tué instantanément. Voici désormais que Luffy se fait manger par un dragon. Je vous le dis, faudra pas être surpris quand on découvrira que le One Piece est dans le corps d'un animal. Mais bref, le détail intéressant c'est qu'avec Nola, Luffy a pu survivre à l'intérieur de son corps et que pour en réchapper, il l'a tout simplement démonté de l'intérieur. Quand on sait que pour vaincre Kaido, il faut le faire imploser, j'ai envie de dire que là, ils avaient tout simplement la clé pour le vaincre. De l'autre, il n'est pas sûr que Luffy en aurait réchappé, et si tel avait été le cas, un Luffy mort, ça aurait donné aussi un deuxième fruit du démon à Kaido. On suppose qu'il est possible d'obtenir un fruit du démon par le cannibalisme, comme ça a été le cas avec Mama et Mother. Si cette hypothèse est bien validée, alors Kaido, en avalant Luffy, aurait obtenu à son tour le Gomu Gomu no Mi. Cependant, il avait été précisé par Lucci et Bueno qu'en ingurgitant un deuxième fruit, l'utilisateur explose, sauf exception bien sûr, pour Teach. Donc, le souhait de Kaido de mourir aurait été réalisé, le souhait des fourreaux et du peuple de Wano aurait été exaucé, et la guerre aurait pu être stoppée. Bon, c'est vrai que Luffy serait mort, mais c'est un détail, après tout, c'est le héros. Finalement, la chose la plus surprenante, c'est que Kaido ait voulu bouffer Luffy tout en sachant les conséquences qu'aurait eu de manger un deuxième fruit. On revient toujours à la même question, pourquoi Kaido n'en mange pas un deuxième s'il cherche à mourir depuis tout ce temps? Dans tous les cas, Zoro n'a pas pris ce risque et donc n'a pas pu nous laisser entrevoir ses possibilités. Et c'est à nouveau avec lui que je vais conclure cette parenthèse. Car comme au début du chapitre, on voit un Zoro qui protège au péril de sa vie son capitaine. Il valide totalement sa position de second arrivant dans l'équipage, mais aussi en tant que bras droit de Luffy. Leur relation pour moi est unique et inégalable. Sa loyauté, la confiance respective entre ces deux-là est tout simplement sublime et il est pour moi définitivement le troisième frère de Luffy à l'image d'Ace et Sabo.
pas beau. Et on le voit très bien quand l'un tombe, l'autre surgit pour le sauver, et ça c'est beau. Mais je vais pas m'éterniser là-dessus parce que vous savez déjà à quel point j'aime leur relation. Alors continuons parce que Kaido va ramener à la réalité notre petit cactus. Tu veux voir ce que c'est une tornade? Je vais te montrer, bouge pas. Il lui envoie alors une nouvelle attaque, Tatsumaki Kaifu. Et là il déchaîne les éléments qui entraînent une pluie de gravats à l'intérieur du château et nous offre la transition parfaite sur des invités attendus qui font leur réapparition, le CP0. Oui, ils avaient été conviés par leur ancien allié Orochi, dont la tête gîte encore au sol depuis sa décapitation par Kaido. Pour ceux qui vont me le dire en commentaire, oui, je pense qu'il est vivant. Et gardez à l'esprit qu'on ne sait toujours pas où s'est rendu Fukuro-Kuju, sans compter qu'il doit bien y avoir une utilité au Yamata no Orochi et que les fourreaux sont redescendus au château. C'est donc l'occasion parfaite de redistribuer les cartes et à défaut d'avoir vaincu Kaido, ils peuvent venir à bout d'Orochi. Mais c'est le CP0 ici qui nous intéresse puisqu'ils sont en train d'établir un plan de guerre qui prend la forme du jeu du Go. Et on remarque ici 3 détails intéressants. Le premier confirme à nouveau ce que j'ai pu vous dire sur la disposition de la guerre. Il s'agit bien là d'un jeu de plateau, celui du Go qui rejoint le shogi. Le second, le CP0 est accompagné d'un des sbires de Who's Who. Comme vu dans les précédents chapitres, le papier collé sur leur visage permet à notre Tobiropo d'espionner quiconque se trouve dans son champ de vision. Ainsi, Who's Who doit probablement épier la conversation du CP0. Et elle pourrait être grandement utile pour la suite quand on sait que Jinbei est son adversaire actuel. De l'autre, j'ai remarqué une chose étrange il y a pas longtemps et que j'avais pas eu l'occasion de souligner par le passé. À la première apparition de Toki, la femme d'Oden, on la découvre sur une île inconnue et poursuivie par un équipage pirate. Son nom était Kalma et en regardant attentivement son t-shirt, j'ai remarqué une ressemblance avec l'œil des sbires de Who's Who. D'autant que ce même gars est entré dans l'équipage de Barbe Blanche après ça et qu'il s'agit d'un homme poisson. 2 points communs qu'on retrouve chez Jinbei et qui combat actuellement Who's Who. Donc je pense toujours que notre Tobiropo doit avoir un lourd passé et pourrait même peut-être venir en aide à nos Mugiwara par la suite. Enfin, le troisième détail concerne la cover du chapitre 1002. On y retrouvait le CP0 qui réapparaissent finalement dans celui d'aujourd'hui. Je me suis donc demandé si la cover de Raiju dans ce chapitre serait pas également un foreshadow d'une apparition pour les prochains chapitres. Jinbei est parvenu à rejoindre Wano après Whole Cake, alors pourquoi pas le Germa? Raiju aiderait beaucoup son frère pour le sortir des griffes de Black Maria, une araignée qui possède du venin, le mets préféré de Raiju. J'ai donc trouvé que ce serait un bon combo. De l'autre, ça permettrait aussi qu'une nouvelle configuration des combats débute et place Sanji sur un combat plus important plutôt qu'un simple adversaire d'un Tobiropo. La fille est actuellement en difficulté et une aide externe serait pas de refus. Ça permettrait aussi de réunir les Mugiwara face à Kaido et entamer le prochain acte. Sans compter que l'arrivée du Germa pourrait accroître les troupes des fourreaux qui sont en infériorité numérique face à celles de Kaido. Et c'est justement ça qui va nous permettre de faire la transition parfaite avec la suite de ce chapitre. La disposition du jeu du Go se présente donc ainsi. Les pièces blanches représentent les samouraïs au nombre de 5400 et dont les pertes s'estiment à 400. Les pièces noires, l'armée de Kaido, comptabilisant au total 30 000 hommes et 3000 déjà vaincus. Dans tous les cas, selon le chef du CP0, si nos Doyonko tombent durant cette guerre, alors l'avenir du monde sera incertain. Mais reste selon lui à vaincre aussi les calamités. Mais moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est qu'il y a forcément un pion déterminant pour le jeu. Gardez à l'esprit qu'on n'a pas revu Caribou depuis la prison, un véritable atout pour Kaido et Mama puisqu'il sait que Shirahoshi est Poséidon. On n'a d'ailleurs pas revu la Big Mom Family depuis, sachant que Mama veut mettre la main elle aussi sur les poneys. Il n'est pas impossible qu'une stratégie ait été mise en place pour récupérer ce douaneau. Enfin, il reste, n'oublions pas, la flotte de Luffy, les révolutionnaires, la marine, sans compter nos 2 empereurs restants Shanks et Barbe Noire. Donc je sais pas trop comment réfléchissent le CP0, mais nos 2 empereurs sont très loin d'avoir gagné et pour moi le jeu ne fait que commencer. Et c'est ce qui nous mène à la configuration des combats. On revoit nos Mugiwara qui font toujours face au Tobiropo. Usopp a récupéré à la vitesse de la lumière après sa fracture au crâne. Reste à savoir s'il aura quand même une cicatrice au visage. Le mec s'est tout de même fait péter le cerveau, je le rappelle. Du coup ça correspondrait aussi à l'Usopp du futur qui avait dessiné Oda avec une cicatrice au même emplacement que son pansement. On ne sait pas cependant ce qu'il en a été du plan d'Otama qui devait durer, je crois, 3 minutes si je dis pas de bêtises, puisqu'Ulti est toujours à leur trousse. Mais la case la plus intrigante est celle de Yamato et Momonosuke qu'on voit combattre, et qui aux dernières nouvelles
nouvelles parlaient du journal d'Oden et n'avaient aucun ennemi à l'horizon. Donc vraiment hâte de découvrir cette partie. Et c'est sur ces cases que conclut le CP0. Si la nouvelle génération ne parvient pas à faire obstacle à ses commandants, alors le plateau deviendra entièrement noir. Voilà une partie dont l'issue est quelque peu prévisible. Entretuez-vous autant que possible, pirates. Et c'est ici que réapparaissent Kid, Law et Luffy en piteux état, avec une page finale incroyable dévoilant dans l'ombre la silhouette immense de Kaido qui revêt sa forme hybride aux côtés d'une Big Mom qui jubile. Et comme ils le disent, nos deux Yonko s'amusent et vont désormais passer à la vitesse supérieure. Clap de fin, rendez-vous au prochain chapitre pour découvrir les deux plus puissants monstres d'Onigashima. Et que dire sur cette dernière page si ce n'est que le frisson et le flot dégagé par nos deux empereurs est juste stratosphérique. La forme de Kaido me rappelle d'ailleurs beaucoup l'introduction des Numbers. On voit que les écailles ont recouvert toute sa peau et sa taille a doublé puisque Mama, déjà gigantesque, lui arrive à peine à l'épaule sachant qu'elle est portée par Zeus. Kaido est tout simplement devenu un titan. Et le plus étonnant finalement, c'est qu'il a jamais eu à montrer cette forme hybride à son pire ennemi Oden. Et c'est ça que je trouve juste fou. C'est que pour moi, Kaido a compris qu'il devait passer une nouvelle étape face à ses gamins. Et c'est tout ce que je rêvais de voir depuis le début. C'est juste incroyable. Cette page est tout simplement magnifique. Mais bon, faut faire un bilan de tout ça parce que Kaido est tout de même en train de faire léviter Onigashima, Luffy est actuellement HS et là, ils sont tout bonnement dans la merde. Avec un peu de chance, Luffy pourrait nous sortir un prochain gear au chapitre 1005, chiffre symbolique de notre chapeau de paille. Mais là, sincèrement, je vois même pas comment ils vont réussir à tenir autant de temps face à eux. J'ai jamais eu autant de hâte d'être au prochain chapitre parce que là, on rigole plus. Les dés sont lancés et c'est le moment, les gars, de lancer les paris. Un gear 4 nouvelle forme, un gear 5, un Zoro qui maîtrise une nouvelle technique du Enma, Law qui découpille une attaque secrète, un NR qui débarque. On voit d'ailleurs sur la dernière image 3 portes dont l'une d'elles est fermée. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la seconde avait été ouverte par l'arrivée de Jack et son armée au chapitre 988. La première avait été démolie par Luffy au chapitre 1000, ce qui pourrait laisser présager que la troisième porte pourrait correspondre par exemple à l'entrée d'un allié des Mugiwara. Pour moi, Yamato pourrait débarquer avec sa forme qu'elle voulait dévoiler face à Sasaki, ou encore le mystérieux personnage qui était aux côtés de Marco et dont le kimono rappelait beaucoup celui de l'homme aux côtés de Crocus. Un Scopper Gaban aussi ne serait pas de refus, à l'image de Rayleigh quand il avait stoppé Borsalino à la dernière seconde. Donc allez-y les gars, l'espace commentaire est ouvert pour me donner votre avis et on analysera tout ça la semaine prochaine parce que y a pas de pause et c'est ça qui est bon. Donc on va se laisser sur ça, j'espère que vous aurez autant kiffé cette review que moi de la faire. J'avais beaucoup de choses à dire mais franchement je vous dis la vérité, je me suis vraiment limitée parce qu'elle est déjà trop longue. Donc je vais vous laisser sur ça, je vous souhaite à tous une bonne semaine ou un très bon week-end et prenez bien soin de vous.